Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire pour avoir des raisins aussi gros que celui-là. C'est pas un raisin, ça c'est une patate douce. Ah oui, c'est vrai, je confonds toujours un peu les deux. Non, en fait on va plutôt parler de plantes qui sont comme celle-ci. Donc en fait on va parler de la vigne et la taille des fruits. Attendez, hop, j'ai tout prévu. La taille des fruits ressemble plutôt à des trucs comme ça. Et c'est trop bon. Il me semble que la vigne, c'est une des plantes parmi les plus importantes à introduire dans un jardin en permaculture, dans un jardin qui se veut productif en nourriture, dans une forêt comestible, dans tout un tas de contextes. La vigne, c'est une plante qui est vraiment hyper intéressante à avoir. C'est une plante qui est extrêmement résistante à la sécheresse, aux canicules. Il y a des cépages, des variétés qui sont extrêmement résistantes à toutes les maladies. On va en reparler un petit peu. C'est une plante qu'on peut installer dans des grands jardins, on peut la faire grimper, elle peut faire plus de 20 mètres. C'est une plante qui peut être immense, mais en même temps on peut la cultiver dans des petits jardins parce qu'on peut la maintenir petite. On peut la faire grimper sur des façades, dans les haies, donc même dans un petit jardin. C'est intéressant d'avoir de la vigne. Donc c'est parti pour cette vidéo sur la vigne de A à Z. La vigne fait partie de la famille des Vitacées. Et on va uniquement s'intéresser, nous, aux vignes qui vont produire des raisins intéressants. On ne va pas se casser la tête à parler des vignes vierges. La vigne vierge, c'est très intéressant. C'est des plantes qui peuvent grimper sur des façades, sur le long des troncs. Là, la vigne qui nous intéresse, elle ne grimpe pas de la même façon. Elle envoie des vrilles pour pouvoir s'accrocher. Elle n'a pas de ventouse, de crampons. Elle ne peut pas grimper le long d'un mur comme ça si elle n'a pas de support pour s'accrocher dessus. On va commencer par parler des Vitis vinifera. Enfin, en tout cas, on va commencer par approcher cette histoire de la vigne par les plantes issues de la Vitis vinifera. Je dis issues d'eux parce qu'il y a eu tellement d'hybridation sauvage interspécifique que je parle de plantes issues d'eux. Donc toutes les vignes en gros les plus connues en fait sont donc issues de Vitis vinifera. Si je voulais faire l'historique de la vigne, ça serait peut-être beaucoup trop long. On a une culture autour de la vigne qui est tellement grande, ça va de Adam et Ève sur lesquels on a mis des feuilles de vigne. Enfin, c'est vraiment très large l'histoire de la vigne. Donc on va essayer de se la faire simple. Pour simplifier, on peut dire que les vignes domestiques issues de Vitis vinifera ont probablement été commencées à être cultivées dans les zones autour de la Géorgie, l'Iran. On retrouve des traces notamment de vinification qui ont plus de 7000 ans dans les zones par là-bas. Donc 5000 ans avant Jésus-Christ, grosso modo. Avant ça, probablement que les gens consommaient déjà des raisins plus ou moins sauvages, plus ou moins domestiqués. Mais en tout cas, voilà, la vinification donc, qui montre que la culture de la vigne a été importante, c'est il y a environ 7000 ans dans les régions. C'est pas, même si la France a longtemps été un pays du vin, et encore un pays du vin réputé pour son vin, le vin n'a pas été créé du tout en France, plutôt à côté de la Géorgie et de l'Iran, pas la Géorgie aux États-Unis, hein, Géorgie dans le Caucase, quoi. L'introduction de cette plante dans la Gaule, hein, comme on l'appelait à l'époque, elle date approximativement de -600, donc -600 avant Jésus-Christ. Elle a été introduite par les Grecs, par les Phocéens en fait, qui sont arrivés en Gaule, qui ont créé notamment la cité phocéenne, Marseille, mais également d'autres villes de la côte au bord de la Méditerranée. Et du coup, c'est à peu près à cette période-là, pour la création de la cité phocéenne vers -600, que la vigne Vitis vinifera est arrivée en France. Tellement cette plante était intéressante, rapidement elle a colonisé l'ensemble de la planète, hein, je vais carrément dire pratiquement toute la planète, à part quelques zones extrêmes, sinon elle se trouve sur tous les continents. Surtout parce qu'à une époque, elle était vraiment extrêmement résistante et simple à cultiver. Elle n'avait aucune maladie. Il suffisait juste de prendre une petite branchette comme ça, on la plante dans la terre, on l'arrose un peu et on a une nouvelle vigne. C'était l'époque facile pour l'expansion de la vigne car pas de problème de maladie. Alors pareil, je vais vous la faire vite sur l'histoire des maladies de la vigne, mais en gros dans les années 1800, il y avait de la vigne un peu partout en France, de nombreux vignerons faisaient du vin, c'était très
très important, en fait, la culture de la vigne, la vinification et voilà, tout ce qui est autour du vin. C'était vraiment quelque chose de très important dans les années 1800. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aux alentours des années 1845 est arrivé un champignon venu d'Amérique, l'oïdium de la vigne. Donc oïdium, en général, quand on dit oïdium, c'est que ça fait des taches blanches sur les feuilles. Mais il y a plusieurs oïdiums différents. Donc là, c'est un oïdium spécifique aux vitacées, en fait, qui n'attaque pas c'est pas le même oïdium que vous allez trouver sur vos courges ou sur vos autres plantes. Hein. C'est vraiment un oïdium spécifique à la vigne qui est arrivé d'Amérique aux alentours des années 1845. En gros, ce qui est peut-être intéressant de retenir, c'est que l'oïdium que vous allez trouver sur vos vignes ne va pas contaminer vos courgettes et l'oïdium de vos courgettes ou de vos courges ne va pas contaminer la vigne. C'est juste des taches blanches, mais ce n'est pas du tout le même pathogène. Bref, dans les années 1845, ça commençait à être la grosse galère de cette nouvelle maladie. Une plante qui n'était jamais malade, la vigne, et commençait à être très malade, notamment dans les régions chaudes et sèches. Plus le climat, plus l'été est chaud et sec, plus l'oïdium va pouvoir se propager sur la plante. Et donc pendant une dizaine d'années, ça a été vraiment problématique pour beaucoup de vignobles qui ont été très affectés par cette maladie, jusqu'à qu'on découvre que le soufre, balancer du soufre sur le feuillage, aidait à lutter contre cette maladie, enfin lutter carrément contre cette maladie. Donc ça a dû mettre 10 ans pour qu'on trouve les moyens de balancer du soufre efficacement sur les vignes. Mais aux alentours des années 1855, la vigne, en tout cas en France, a commencé à être traitée quasiment systématiquement avec du soufre. Donc bon voilà, ce problème-là, il était à peu près réglé, même si on passait d'une plante jamais malade à une plante qu'il fallait traiter, ça marchait encore. Mais ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, à partir des années 1860, en France est arrivé un nouveau petit parasite qui s'appelle le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est une espèce de petit puceron minuscule. Et en gros, il peut se déplacer en volant, il va sur les feuilles des vignes. On voit des fois des cloques sur les feuilles des vignes, ce sont des galles causées par ce phylloxéra, mais ça c'est pas trop le problème. Le problème c'est qu'après il va aussi dans le sol et qu'il mange toutes les racines, les radicelles, il suce la sève des racines des vignes. Et du coup, dans les années 1860, ce parasite, ce petit puceron est arrivé d'Amérique également, c'est encore quelque chose qui vient d'Amérique, qui a commencé à attaquer nos vignes et du coup ça a détruit les vignobles français de façon assez dramatique, parce que là c'était vraiment mortel pour la plante. Et donc vers la fin du 19e siècle, grosso modo, les vignobles français étaient vraiment très mal en point. Le phylloxéra ne se propage pas dans les sols ou se propage très peu dans les sols très sableux. Donc les zones où la vigne était cultivée dans du sable n'ont pas trop été touchées. La vigne peut continuer à produire et on peut continuer à multiplier les vignes juste en les bouturant dans ces zones très sableuses, parce que peu de phylloxéra. Et on s'est également rendu compte que si on inondait les parcelles des vignes, ça tuait le phylloxéra. La vigne pouvait survivre à une inondation, mais le phylloxéra non. Du coup, à certains endroits en France, on a pu sauver des vignobles dans des zones très sableuses, ou dans des zones où on pouvait inonder la parcelle pendant quelques semaines dans l'année pour tuer le phylloxéra. Sinon, si on faisait des boutures de vignes qu'on les plantait, quelques années après, même dans une zone non infestée au phylloxéra, quelques années après, il arrivait et il tuait les vignes. Et dans les zones déjà infestées, la vigne, elle tenait vraiment pas longtemps du tout. On s'est aperçu pendant ces périodes-là, c'est que les vignes qui n'étaient pas des vitis, qui n'étaient pas issues de vitis vinifera, ou alors qui étaient des hybrides avec d'autres vignes américaines, n'avaient pas de problème avec ce phylloxéra. Elles pouvaient continuer à vivre, grandir, produire, même avec ce phylloxéra. Donc on voit, ça les empêchait pas en fait de vivre et de produire, notamment les vignes issues des vitis riparia ou des vitis rupestris, qui eux sont capables de résister. Si les vignes américaines sont résistantes au phylloxéra, c'est qu'elles viennent de la même région et elles ont donc coévolué avec ce petit puceron. C'est pour ça que beaucoup sont devenues résistantes. Elles sont également résistantes à l'oïdium de la vigne qui vient également d'Amérique, et on va le voir un petit peu plus tard, elles sont également souvent résistantes au mildiou qui vient lui aussi d'Amérique. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que pour sauver les vignobles français, il y a eu deux stratégies: soit cultiver des vignes américaines pour produire du vin, soit greffer les cépages français sur de la vigne américaine, ce qui permettait de continuer à produire avec les mêmes cépages français que l'on connaissait, que l'on avait sélectionnés depuis de longs siècles, on va dire, ou alors cultiver des vignes américaines. Donc il y a eu les deux qui sont développés. Certains ont cultivé des vignes américaines 100% sans passer par la greffe, certains autres ont fait de la greffe de cépages français européens,
sur des vignes américaines. Voilà comment le vignoble, doucement, a pu se reconstituer. Mais c'était pas fini pour la galère des vignes en France, parce que donc là on avait l'oïdium à traiter avec le soufre, il fallait gérer la vigne qui était détruite par le phylloxéra, il fallait replanter petit à petit, parce que tout le monde n'avait pas accès à ces vignes américaines, il y avait trop d'hectares à replanter, donc ça s'est fait petit à petit la reconstitution des vignobles français. Et à côté de ça, en 1878 est arrivé un nouveau petit champignon qui est apparu dans la région de Bordeaux à peu près, qui venait également d'Amérique, mais donc c'était le mildiou de la vigne. Et le mildiou de la vigne, lui, il se développe quand il fait chaud et humide. Comme ça, quand il fait chaud et sec, on a de l'oïdium, quand il fait chaud et humide, on a le mildiou, et puis généralement, on a un peu les deux. C'est pour ça que dans les vignobles français, la plupart des temps, il faut traiter énormément avec du soufre, traiter avec du cuivre, enfin de la bouillie bordelaise, et en plus, il faut des plants greffés. La bouillie bordelaise, ça a été créé aux alentours de 1885 à base de cuivre et de chaux. On balançait ça sur les vignes et c'était très préventif contre le mildiou. Autant dire que les petits vignerons qui n'avaient pas de thunes, eux, ils avaient du mal à avoir passer le soufre, à avoir des vignes greffées, passer le cuivre, ce qui a détruit beaucoup de petits vignerons pour avoir plus de grands vignerons. Bon voilà, je vous ai fait un survol, mais façon extrêmement rapide, simpliste, et probablement que des spécialistes de la maladie vont me dire « Ah, t'as pas dit ceci, t'as pas dit cela ». C'est pas très grave, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui est le plus important, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de dire un autre truc, dis donc. C'est que donc, bon, il y avait cette problématique là dans les vignobles. Oïdium, il fallait greffer ou alors cultiver des vignes américaines, et il fallait traiter à la bouillie bordelaise. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les vignes donc, qui n'étaient pas greffées, qui étaient américaines, certaines d'entre elles sont totalement résistantes à l'oïdium, totalement résistantes au mildiou et n'ont pas besoin d'être greffées. Les vignes comme la Noah, ou des hybrides aussi, il y a eu des hybridations comme la Baco. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ces vignes-là, qui n'étaient pas greffées, ont été interdites. D'où l'histoire des vignes interdites. Alors, sans rentrer trop dans le détail, il y a plein de théories qui existent autour de ça. Le fait est que ça a été interdit. Comme ça c'est de cultiver des vignes, ces vignes-là résistantes qui résistaient comme la Noah et comme la Baco ou comme d'autres cépages dont je vous mets la liste ici. Ça a été interdit de les cultiver parce que il semblerait que peut-être ça fasse un vin qui rend fou. Donc cette théorie du vin qui rend fou est très contestée et elles étaient surtout résistantes à toutes les maladies. Donc il y a plusieurs raisons potentielles à ça. Donc il y a la théorie, c'est pour nous vendre des traitements chimiques et pour faire marcher le business de la chimie. Une autre théorie qui est, c'était pour préserver les cépages français que l'on avait sélectionnés pendant des générations et des générations, qui allaient être remplacés par ces vignes américaines qui étaient résistantes. Donc la solution pour préserver ce patrimoine, ça a été d'interdire les vignes américaines. Donc voilà, un peu peut-être pour vendre des produits, un peu peut-être pour sauver les vignes françaises, et peut-être un peu parce que ça faisait les vignes américaines faisaient un vin aussi qu'on disait foxé, donc peut-être avec un goût de renard, et peut-être que ça rendait fou. Donc il y a tout ça qui tourne autour de ces vignes interdites qui ne feraient pas forcément un très grand vin, mais qui sont résistantes. Bref, allez, là c'est fini pour ce survol sur les maladies, mais en tout cas c'est intéressant de comprendre qu'en France, la majorité des vignes que l'on cultive, que ce soit pour la vinification ou que ce soit même pour le raisin de table, sont des vignes qui sont greffées sur des porte-greffes américains résistants au phylloxéra, et ce sont des vignes qui ne sont pas forcément résistantes à l'oïdium et au mildiou. Et il existe donc ces fameuses vignes interdites, résistantes, qui ne sont pas réellement interdites. On peut tout à fait les acheter, les cultiver chez soi. On va peut-être pas pouvoir vendre du vin, mais en tout cas, on peut très bien en avoir chez soi, qui elles sont résistantes au phylloxéra, faciles à bouturer et multiplier, résistantes aux maladies où il n'y a pas besoin de traiter. Donc moi, je vous conseille plutôt de vous orienter vers ces vignes résistantes dont j'essaie de vous mettre une liste ici même. Avant de commencer à vouloir cultiver les vignes, moi je vous propose de vous intéresser donc à ces cépages résistants. Si vous regardez cette chaîne, cette vidéo, peut-être que vous êtes intéressé par les plantes qui n'ont pas besoin de traitement, que l'on peut multiplier et donner, propager à l'infini sans problème. Donc je vous conseille de vous orienter par ces plantes résistantes aux maladies. Il y en a des anciennes, il y en a des plus récentes, mais notamment grâce aux travaux, parce que les travaux de l'INRA en fait ont permis de développer des vignes intéressantes.
comme notamment la perdin, la candin, l'aladin, l'amandin, qui sont des plantes très tolérantes au phylloxéra, qui peuvent très bien vivre avec le phylloxéra présent, qui n'ont pas besoin de traitement et qui poussent très très bien. La Baco est également intéressante. La Baco, c'est un hybride donc entre Vitis vinifera et une vigne américaine qui est très résistante au phylloxéra et aux maladies. Et en plus, la Baco, elle a été beaucoup utilisée également pour faire un porte-greffe. Donc si vous, chez vous, vous avez des vignes américaines, en fait, vous pouvez très bien aussi les utiliser comme porte-greffe. Donc ça vous fait des vignes que vous pouvez laisser entières et vous pouvez également les greffer si vous voulez d'avoir d'autres cépages qui peuvent être intéressants. Notamment, je pense là, si on veut faire des raisins secs, eh ben, il est vraiment plus conseillé d'avoir des raisins sans pépins. Parce que quand on fait sécher des raisins avec pépins, on a un truc qui est hyper croustillant et pas forcément terrible à consommer. Dans les vignes intéressantes sans pépins pour faire du raisin sec, il y en a tout un tas, je vais vous mettre la liste, mais il y a notamment Alvina, il y a la Corinthe noire, Danuta, Exalta, Sulima. Il y a vraiment plein de raisins sans pépins qui peuvent être intéressants si vous voulez faire du raisin sec chez vous. Maintenant qu'on a fait ce petit tour rapide d'horizon sur l'historique, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit dans le micro, au pire vous vous débrouillerez avec. Donc après avoir fait ce petit survol historique de la vigne, mais vraiment petit survol, on va parler de la plantation de la vigne. Donc une fois que vous avez choisi votre cépage, pour commencer je vous recommande fortement de prendre des variétés résistantes, donc dans les listes que je vous ai mis précédemment. Là par exemple c'est une vigne Isabelle. La vigne Isabelle, c'est une des vignes que je vous conseille si vous voulez commencer. Peut-être commencer par la vigne Isabelle, c'est une très bonne idée pour plusieurs raisons. Elle est très résistante. Elle a un joli feuillage, elle est esthétique. Et en plus, contrairement à d'autres vignes américaines qui sont parfois moins agréables à manger, par exemple la vigne Noah, elle est très bien la vigne Noah. Mais je trouve que le raisin, moi je ne suis pas fan du raisin de la vigne Noah. Alors que je trouve que le raisin de la vigne Isabelle est beaucoup plus intéressant. Avec un petit goût un peu fruits rouges, on va dire. Donc bref, vous choisissez les cépages que vous voulez, vous pouvez prendre plusieurs cépages, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il va falloir savoir après ce que vous voulez en faire. Quand on plante une vigne à un endroit, il va falloir savoir ce qu'on veut en faire. Parce que par exemple, une vigne, on peut décider de la maintenir basse, sans support. On peut cultiver une vigne comme un petit arbre bas qui se tiendra tout seul. Ça peut très bien se faire. Par contre, voilà, c'est une façon de faire. Et sinon, si vous voulez la faire grimper sur une pergola, par exemple, c'est une autre façon de faire. Moi, l'idée ici, ça va être de faire grimper la vigne donc sur une pergola. Il y a pas mal de vent, je crois qu'on va déménager parce que j'ai peur que ça fasse dans le micro. Donc, je vais retourner à l'abri. Bref, tout ça pour vous dire que cette vigne-là, quand même, je vais vous dire avant de partir, cette vigne ici, là, Isabelle, l'idée, ça va être de la faire grimper pour me faire une ombrière près de l'étang. Donc voilà pourquoi je l'ai mis ici, c'est pour me faire une ombrière productive au bord de mon point d'eau. On va retourner à un endroit un peu plus abrité. Donc voilà, on est revenu à un endroit un petit peu plus ombragé, enfin ombragé, oui, ombragé c'est vrai, mais surtout à abri du vent, je pense que ça sera plus agréable pour la vidéo, enfin je sais pas trop bref, on s'en fiche. Ce que je vais vous dire, c'est la plantation de la vigne. Avant de planter les vignes, il faut réfléchir à ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut la faire grimper sur une tonnelle? Est-ce qu'on veut la faire courir le long d'un grillage, le long d'un mur? Est-ce qu'on veut la maintenir comme un petit arbre? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la vigne est une plante auto-fertile, c'est-à-dire qu'avec un seul pied, on aura des fleurs et des productions de raisins. On n'a pas besoin d'avoir deux plants de vigne pour qu'il y ait une pollinisation croisée. Un seul pied de vigne suffira pour qu'on ait du raisin. Alors, quant à la période de plantation idéale, ça va dépendre un petit peu de votre région. Si vous êtes dans une région plutôt chaude, type méditerranéenne, où les gelées ne sont pas très puissantes en hiver, vous pouvez la planter en automne sans aucun souci. La vigne est une plante très résistante au froid. Par contre, si vous êtes dans une région, notamment si vous avez des gelées tardives au printemps, il vaut mieux, enfin en tout cas les vignerons ont pour habitude de les planter à partir du mois de mars. Comme ça évite qu'elles démarrent trop tôt et qu'elles se prennent des gelées tardives sur la tête. Donc parfois ça vaut mieux, c'est plus intéressant de planter la vigne au printemps, quitte à les arroser le premier été, plutôt que de les planter en automne. Où elle pourrait mourir au printemps à vouloir démarrer avant les dernières gelées.
En gros, si vous n'avez pas peur du froid, plantez-les en automne. Si vous avez un peu peur que le froid les tue, plantez-les plutôt au printemps. Concernant le type de sol, la vigne elle est quand même exceptionnelle parce que déjà elle peut pousser dans des terres vraiment fracassées, mortes, caillouteuses, sableuses, peu irriguées. Donc elle est quand même très intéressante. On parle souvent de terre à vigne pour des endroits où en fait on ne peut pas cultiver grand chose d'autre que de la vigne. Par contre, elle est également capable de pousser dans des sols riches et fertiles. À la base, la vigne c'est une liane qui pousse dans les sols forestiers pleins d'humus et elle pousse très bien. Selon les régions, on peut les faire pousser dans des sols argileux, profonds, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus fréquent. Mais elle peut très bien pousser dans des sols argileux profonds, dans des sols sableux, dans tout type de sol. En fait, ça va beaucoup dépendre du cépage que vous choisirez et du porte-greffe que vous aurez choisi, ou l'absence de porte-greffe si vous prenez des vignes qui n'ont pas besoin d'être greffées. En Provence, moi quand j'étais plus jeune, le mode de culture le plus répandu de la vigne, c'était les vignes en gobelet, c'est-à-dire les petits bonsaïs vignes, en fait des petits arbres vignes. Pourquoi ils faisaient ça en fait? C'était pour justement pour qu'elle ait moins besoin d'eau. En fait, en gros, si je veux caricaturer un petit peu, c'est plus une plante va être grande, haute, etc., plus elle aura de besoin en eau. Donc en Provence, il était de coutume, dans les sols sableux, de cultiver la vigne vraiment très basse en gobelet. Et puis un autre avantage du gobelet, c'est que les récoltes de raisins se font toutes au même moment. Si la vigne est trop étendue, les grappes ne vont pas toutes mûrir exactement au même moment. J'ai grandi dans un village qui était, quand j'étais petit, rempli de champs de vignes. J'ai toujours vécu entouré de cette plante-là, les vignes. Que ce soit des vignes qu'on faisait grimper pour faire du raisin de table, ou que ce soit des vignes pour la vinification. Et donc ça, en fait, ça va être... j'ai travaillé également dans les vendanges, assez jeune, j'ai récolté le raisin, j'ai vendangé, j'ai travaillé dans la taille de la vigne en hiver, j'ai beaucoup taillé les vignes en hiver, j'ai travaillé dans la vinification, comment faire du vin. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo quand j'aurai un peu plus de raisin, que j'en saurai plus quoi en faire. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la vinification. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'également, il existe tout un tas de vidéos, là, je vous invite à aller les voir sur la taille de la vigne. Parce que là, je vais juste survoler le passage sur la taille de la vigne. Mais je pense que cet hiver, moi, je vous ferai une vidéo quand même sur comment moi je taille mes vignes. Parce que, enfin, je taille ou je ne taille pas, ça dépend. Parce que les vidéos que j'ai vues, moi, je ne suis pas en totale adéquation avec celles que j'ai vues. Donc un jour, je vous en ferai une, probablement cet hiver. Ce qui est intéressant de savoir, selon moi également, sur la culture de la vigne, c'est que c'est une plante qui est résistante à la juglone. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la juglone, c'est une substance qui est émise notamment par les noyers. Et souvent, on entend dire, vous savez, rien ne pousse sous les noyers. En fait, il y a plein de choses qui poussent sous les noyers, et notamment la vigne, qui est une plante qui est tolérante à la juglone. Elle peut très bien pousser avec des taux élevés de juglone autour d'elle. C'est une plante qui est également très résistante à la sécheresse, à la chaleur. Déjà, elle est originaire de pays assez chauds où les étés sont assez chauds, et en plus, elle a des racines qui peuvent vraiment tracer énormément, facilement 2 mètres minimum, jusqu'à 5 mètres en général dans les jardins. Les racines vont à peu près entre 2 et 5 mètres. Elles peuvent aller, si besoin, si les conditions le permettent, elles peuvent aller jusqu'à 20 mètres de profondeur. Donc là, c'est vraiment bien profond. Et elle est adaptée à la chaleur. Donc c'est vraiment une plante qui a de l'avenir dans de nombreuses régions, même si elle n'est pas encore beaucoup cultivée forcément maintenant, elle le sera probablement beaucoup plus tard. Elle est résistante au froid également, donc ça c'est intéressant, elle est très résistante également au froid. Et les régions où on peut avoir peur que les printemps, il y ait des gelées printanières un peu tardives, que ça fasse mourir les bourgeons et que du coup on n'ait pas de raisin, il faut savoir que les cépages américains comme la Noah par exemple, est capable de produire de raisins sur les bourgeons de l'année. C'est-à-dire que généralement quand on taille notre vigne, j'en reparlerai, on laisse des bourgeons, et c'est sur ces bourgeons-là que la vigne va produire du raisin. Ça c'est vrai sur les vitis vinifera, les vignes classiques, mais les vignes résistantes américaines, elles sont même capables de produire sur les bourgeons d'année, ce qui fait que si au printemps il y a un gel qui tue les bourgeons qui étaient là avant l'hiver, c'est pas très grave pour les vignes américaines, elles sont quand même capables de produire. Donc c'est un autre intérêt de ces vignes américaines. Donc la taille, je viens un peu de le dire, je vais vous faire quand même, je vais vous en dire 2 mots, parce que on peut se dire mais pourquoi tailler ces vignes, quel est l'intérêt? Même moi je suis pas un grand... j'entends souvent dire il faut tailler les vignes, sinon on n'a pas de raisin, il faut tailler les vignes, il faut tailler les vignes, il faut tailler les vignes. Quand j'entends ça, moi ça me plaît pas, ça me convient pas cette façon de parler, parce qu'en vérité la vigne elle n'a pas besoin d'être taillée, et les vignes savent produire beaucoup de raisins sans aucune taille.
Moi, quand je travaillais dans les vignobles, je travaillais avec des anciens qui taillaient les vignes, qui n'arrêtaient pas de me répéter que la vigne ne produit pas de raisin si elle n'est pas taillée. Et en même temps, chez moi, j'avais des pergolas remplis de raisins qui produisaient beaucoup et la vigne n'était jamais taillée. Donc pour moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que la plupart des gens qui cultivent les vignes sont amenés à tailler leurs vignes, la plupart des gens. Parce que la vigne, c'est une plante qui va devenir très très grande. Donc potentiellement, elle va prendre beaucoup trop de place et produire des raisins à un endroit qui ne vous sera inaccessible. Donc contrôler une vigne en la taillant, ça peut être intéressant. Et à ce moment-là, savoir la tailler, c'est intéressant pour justement avoir des raisins. Parce que si on taille mal notre vigne, par contre là, on peut ne pas avoir de raisins. Et encore, même sans savoir tailler les vignes, il y a moyen d'avoir plein de raisins quand même. Donc les grosses tailles se font plutôt en hiver, en fin d'hiver, disons février, après les grosses gelées, février-mars. La vigne va se mettre à couler, on dit que la vigne elle pleure. Je crois que c'était mon arrière-grand-père qui disait « Moi je veux mourir en mars, comme ça au moins les vignes elles me pleureront ». Enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'il vaut mieux tailler les vignes plutôt au mois de mars ou fin février, disons. Les grands vignobles taillent les vignes tout l'hiver parce qu'ils en ont tellement qu'ils ne peuvent pas faire tout d'un coup. Mais si vous avez 10-15 vignes, attendez février avant de les tailler. Et sinon, vous pouvez également faire de la taille en verre en permanence. Vous avez un sécateur, quand vous voyez qu'il y a une branche qui part trop loin, qu'elle vous sert à rien, qu'elle va vous déranger, qu'elle ne produit pas de raisin, vous la coupez et puis basta quoi. Pas besoin de se casser la tête. Si vous coupez une branche par-ci par-là de temps en temps, il n'y a pas de problème. Et en hiver, je vous ferai une vidéo où on regardera comment moi j'appréhende la taille de la plante vigne. Niveau récolte, ça se fait plutôt, ça dépend des cépages. Il y a des cépages intéressants qui sont très précoces, d'autres plus tardifs. Généralement, notre vigne, quand on la laisse grandir et devenir très très longue, on a des raisins qui seront mûrs longtemps avant d'autres. Généralement, ça n'intéresse pas les vignerons qui veulent des raisins qui soient tout mûrs au même moment, parce que quand on vendange, on veut passer une seule fois, on ne veut pas passer 4, 5, 6 fois. Mais vous, chez vous, si vous avez une grande vigne qui court le long d'un mur, vous allez avoir des raisins qui seront mûrs à des moments un peu différents, ce qui permet d'étaler la récolte. Donc faire grandir une vigne le plus possible permet d'avoir des récoltes légèrement différées et ne pas vous retrouver avec d'un coup des grosses quantités de raisins, même si ça sera quand même sur une période très courte. Au moment de la plantation des vignes, sachez ce que vous voulez en faire. Si vous plantez des vignes qui sont des vignes pour faire du vin, souvent c'est des petits raisins qui ne sont pas avec des gros grains, une grosse peau, qui ne sont pas forcément intéressants à manger en raisin de table. Donc la plupart du temps, il vaut mieux planter des vignes à raisin de table avec lesquels on peut également faire du vin. Si vous voulez faire des raisins séchés, plantez des vignes sans pépins, des raisins sans pépins. Choisissez autant que possible des vignes résistantes aux maladies, donc souvent des vignes américaines ou des hybrides, comme la Baco qui est un hybride. Que de toute façon, si vous voulez, après vous pouvez toujours greffer d'autres cépages par-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les feuilles de la vigne, on peut également manger les feuilles de vigne. Alors, il y a des recettes, je crois les feuilles de vigne farcies ou des trucs comme ça se consomme. Mais moi, ce que je trouve intéressant peut-être, ça serait pour remplacer, c'est utilisé d'ailleurs pour remplacer les papiers sulfurisés, vous savez. Quand on cuisine dans des fours, selon certains plats que l'on fait, certaines personnes mettent du papier sulfurisé, je ne sais même pas comment on dit, sulfurisé au fond du plat. Ce papier là peut être remplacé avec de la feuille de vigne que l'on tapisse au fond de notre plat et du coup c'est bon, on n'a plus besoin d'acheter ce papier sulfurisé. Et sinon oui, il y a plein de recettes avec des jeunes feuilles de vigne ou des farcis de feuilles de vigne et autres. On va parler vite fait de la multiplication des vignes. Si vous avez fait le choix de prendre des vignes résistantes au phylloxéra, en fait c'est hyper simple à multiplier. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ces vignes résistantes aux maladies, toutes ces vignes d'origine américaine, la vigne Isabelle, Noah, Othello, Clinton, etc. Toutes ces vignes-là sont vraiment hyper intéressantes car ça sera tellement simple de vous en occuper, de les reproduire que franchement je vous les conseille autant que possible. Même si moi j'ai des variétés greffées également qui ne sont pas ces variétés-là. Mais quitte, si vous devez mettre une ou deux vignes, commencez par ces variétés que vous allez pouvoir multiplier à l'infini hyper facilement, qui n'auront pas besoin de traitement. Donc pour multiplier ces vignes-là résistantes aux maladies, il suffit de prendre des petites branchettes que l'on met en hiver dans des pots et ça repousse tout seul. On a d'autres vignes facilement, gratuitement et abondamment. Si c'est des vignes, donc des cépages de Vitis vinifera, donc des vignes que l'on cultive en Europe depuis longtemps, là il faudra probablement les greffer assez rapidement, à moins que vous soyez sur un sol très sableux. Dans quel cas le phylloxéra est peu présent, ou alors si vous êtes dans des sols qui sont gorgés d'eau, c'est pas forcément les terres les plus appréciées des vignes, mais ça existe.
Dans le Var, nous, il y avait des zones inondées chaque année ou régulièrement, où les vignes poussaient très bien. Et bien là, pareil, ça tue le phylloxéra. Donc dans des zones inondables ou dans des zones très sableuses, le phylloxéra ne sera pas présent, donc il n'y aura pas obligation de greffer les vignes. Si vous êtes dans une région où il y a très peu de vignes autour de vous, ben vous allez pouvoir faire des boutures et le phylloxéra mettra peut-être 10 ans à arriver chez vous. Donc vous aurez une vigne qui aura poussé quand même pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, une fois que le phylloxéra est chez vous, toutes vos vignes risquent d'être attaquées si vous ne passez pas par la greffe ou si vous ne cultivez pas des vignes résistantes. Et on peut aussi pratiquer la marcotte, c'est-à-dire qu'on prend une des branches, on la fait se poser au sol, on fout un caillou dessus et elle va faire des racines. Ou on met un peu de terre par-dessus, ou on fait un petit trou, on l'enfoue dans la terre. Et en fait, elle va faire des racines toute seule et on aura une nouvelle vigne à côté de l'ancienne vigne. Le marcottage, ça marche très bien. Les boutures, ça marche très bien. Et vous pouvez également créer des variétés uniques que personne ne connaîtra en semant des petits pépins. Bon mais voilà, j'espère que cette vidéo sur la vigne de A à Z vous a un petit peu intéressé. Je voulais pas faire une vidéo vraiment beaucoup plus longue que celle-ci. Si le sujet sur la taille vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, cet hiver, je vous prépare un sujet complet sur la taille de la vigne, mon regard par rapport à ce sujet-là, même s'il existe déjà tout un tas d'informations sur comment tailler ces vignes. Il y a plein de tailles différentes, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. J'aimerais bien peut-être vous en parler, si ça vous intéresse, sinon on s'en fiche. Et puis peut-être dans 3 ans, je vous ferai une vidéo sur la vinification. Et en attendant, je vous remercie beaucoup. Je remercie énormément toutes les personnes qui me soutiennent. C'est incroyable. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, je vous ai pas dit un autre truc avant de ciao, ciao. Là, ça y est, en ce moment, la vigne, c'est un rapport avec le sujet d'ailleurs. La forêt comestible, avoir des vignes, des lianes dans la forêt comestible, c'est quelque chose de hyper intéressant. Pour avoir des pommiers qui produisent des pommes et des raisins, pour avoir des noyers qui produisent des noix et des raisins, pour avoir n'importe quel arbre qui produit des noix et des raisins. La vigne, c'est pas une plante qui étrangle son hôte, même si elle peut devenir trop présente, là il suffira de la tailler. Du coup, dans une forêt comestible, la vigne, c'est hyper intéressant. Et moi, du coup, je suis heureux de vous annoncer que la sortie de mon prochain livre, qui aura lieu en novembre, le 9 novembre, sortie de mon livre La forêt comestible. J'ai très hâte de vous en parler et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.